L'imam, c'est quelqu'un qui est dans la mosquée selon l'image populaire, quoi. Oui. Mais en fait, tout dépend de la façon dont on s'organise. En général, dans les mosquées, il y a un comité d'imams, donc l'imam, ses adjoints, etc. Mais pour ce qui est des études, j'ai dû m'organiser pour que quand j'ai terminé mes humanités islamiques de base, de continuer mes études islamiques parallèlement à mes études académiques. Et particulièrement, je donne toujours l'exemple de mon séjour au Maroc où j'ai fait 4 ans, où quand je sortais de la fac, j'étais en fac de sciences, j'allais directement au niveau des maisons du Coran. On appelle ça là-bas des maisons du Coran, mais justement il y a des chouyours là-bas, des cheikhs, chacun a des matières qu'il enseigne et j'étais régulier là-bas. Donc mon cursus islamique, c'est un cursus plus ou moins informel. Informel, vous dites. Voilà. Islamique. Voilà. Ah bon, comment est-ce possible? Voilà, parce cursus que informel. ce qu'on appelle au Sénégal les majalis, c'est-à-dire le fait de faire des cours directement en étant assis devant des cheikhs. D'accord. Et ensuite, j'ai quand même fait des séminaires de formation à l'Institut islamique. Et ensuite, j'ai terminé aussi au Maroc, comme j'ai dit. Et le reste aussi, c'est ma propre passion des sciences islamiques, etc., qui fait que j'ai pu effectivement avoir un certain niveau dans les sciences islamiques. Alors, la place d'un imam dans la société, on est au Sénégal. Est-ce que vous la voyez comme cela se doit? Oui, parce que l'imam, quand même, il est au centre de la vie religieuse des Sénégalais, qui sont majoritairement musulmans. Aujourd'hui, tout Sénégalais considère que son enfant doit commencer par les études coraniques, le dara, ou bien amener quelqu'un qui enseigne à ses enfants à la maison. Donc l'imam est incontournable, ou bien oustaz, depuis le bas âge. Et pour toutes les cérémonies, n'est-ce pas qu'il y ait ces cérémonies de deuil, les mariages, baptêmes, même aussi des occasions de médiation en termes de conflits familial, etc., etc. Donc, l'imam est incontournable et il est au centre de la vie, je dirais, socio-religieuse, parce que c'est une vie sociale qui est très marquée par la religion au Sénégal. Je pense que c'est un chercheur français qui disait que les Africains ne sont pas cultivés, ils sont culturés. Culturés. Voilà. Tellement la culture est présente dans le mode de vie au quotidien. Alors que cultiver, il faut faire une recherche. Quand on dit il est très cultivé, c'est quelqu'un qui aime lire, qui se cultive. Alors qu'il dit non, les Africains sont culturés parce que la culture est au centre même de leur vie quotidienne. Ici aussi, l'islam est au centre de la vie, n'est-ce pas? Les expressions, les façons de faire, les façons de voir, l'organisation de la famille et tout. Donc l'imam est au centre de tout ça. Maintenant, en même temps, le traitement des imams, quelque part, pose problème parce que la plupart des imams, en général, sont démunis. Sont démunis. Oui, ils sont démunis parce que tout simplement, il n'y a pas une prise en charge conséquente. Parce que ce n'est pas des salariés. Donc, en fait, la plupart des imams vivent de ce que la communauté veut bien donner à la mosquée. Donc, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Alors, vous avez tantôt parlé de la culture. La culture aussi, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et ça, c'est un penseur africain qui l'a dit. Et aujourd'hui, il va sans dire, imam, que la sortie du président tunisien est en train de faire couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. À votre avis, à quel niveau le président tunisien a-t-il péché? Le président tunisien, même avant ce péché-là, effectivement c'est un péché pour moi. C'est un péché? Oui. Mais est-ce qu'un imam doit juger? Oui. Effectivement, oui. On dit souvent il ne faut pas juger les gens. J'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'en fait on passe le temps à se juger entre nous. Mais en même temps, on essaie de faire semblant que oui, il ne faut pas donner de leçons. Les gens qui le disent passent le temps, même en disant ça, Fabrice, tu donnes des leçons aux gens. Même quand tu dis il ne faut pas donner de leçons, tu donnes une leçon. Parce que tu donnes la leçon de ne pas donner de leçons. C'est pourquoi j'ai dit il faut assumer qu'on se juge entre nous, qu'on se donne des leçons, mais espérons que ça soit objectif, que ça soit correct. Donc, par exemple, quand un imam dit ça c'est un péché, c'est pas un jugement. Il assigne à un acte une posture
ce qu'il comprend comme étant un péché, c'est-à-dire quelque chose que Dieu n'aime pas, à partir des références scripturaires. C'est pas donc à partir de sa propre, de son propre jugement. Donc, on peut dire que c'est le jugement de Dieu qu'il exprime. Et c'est ce que l'imam fait tous les jours. Dans un sermon, quand l'imam dit il faut éviter de mentir, etc., il est en train de juger les menteurs. D'ailleurs, je te raconte une anecdote. Il y a un monsieur, c'était un voleur, habitué vraiment au vol et tout. Il vient quand même faire sa prière de vendredi. Et l'imam, ce jour-là, fait un sermon sur le vol. Il explique comment le vol est une abomination. Dieu déteste le vol parce que vous prenez le bien d'autrui, vous ne savez pas comment il a fait pour l'avoir, etc., etc. C'est illicite. De toute façon, ça ne vous servira à rien, etc., etc. Et donc, voilà que toi, et l'imam dit, voilà que toi, tu es un voleur au lieu de chercher. Et le voleur a pensé que l'imam parlait de lui. Il s'est levé, il a dit, imam, pardon. Parce que tellement l'imam l'avait tutoyé en disant, toi le voleur. Mais l'imam ne savait pas qui est voleur, qui ne l'est pas. Il s'est mis debout, il a dit, imam, pardon. Il s'est senti visé. Donc, pour dire, le président tunisien, déjà, j'ai des problèmes avec ce monsieur parce que les dérives pouvoiristes qu'il est en train de mettre en place en Tunisie, c'est pas bon pour ce pays-là. On sait ce qui était là-bas avant lui, Ben Ali, la dictature et tout. Donc les gens ont quand même lutté pour faire partie de ce monsieur. Et voilà, on se disait, voilà un monsieur qui va régler les libertés publiques, mettre le pays... Oui, parce que quand même, c'est de la Tunisie qu'est partie cette fameuse révolution. Ben oui. Et mais là, ce monsieur, actuellement, a confisqué tous les pouvoirs. Comment on appelle ça, il dissout l'Assemblée nationale, il organise des élections où il n'y a pas 20%, je pense, de participation, etc. Donc actuellement, c'est un monsieur qui est seul au pouvoir avec certains amis, etc. Maintenant, ce qu'il a dit sur l'immigration, c'est un scandale, c'est un péché. Parce que moi, j'ai compris qu'ils disent que oui, la Tunisie a ses lois, sa réglementation, donc nous ne pouvons pas accepter l'immigration clandestine, etc., etc. Il y a même des conséquences désastreuses pour nous, etc., etc. Je l'ai compris. Et d'ailleurs, c'est le même discours que les Européens tiennent aux Africains et que les Africains ne veulent pas entendre. Parce qu'aujourd'hui, la France dit aujourd'hui, il y a un nombre de visas que je peux donner parce que je ne peux pas accueillir tout le monde, etc. On dit, ah oui, ils sont racistes, ils parlent droit de l'homme, mais ils ne veulent pas accueillir tout le monde. Le Tunisien, aujourd'hui, il a des problèmes avec les visas de la France pour les Tunisiens qui veulent aller. Tous les Tunisiens veulent aller en France. Actuellement, il y a un problème économique. Les médecins tunisiens veulent tous partir. Mais pourtant, quand la France limite en disant non, je ne peux pas, je contrôle les flux, ils ne sont pas d'accord. Donc, ce même président tunisien ne peut pas dire la même chose aux Africains. Et surtout, c'est très grave quand il dit qu'il risque d'avoir, n'est-ce pas, un changement démographique et culturel arabo-musulman. Donc, c'est l'identité tunisienne qui est menacée par la migration. Mais ça, c'est très grave. Et c'est comme ce que la théorie du grand remplacement en France actuellement. Et pourtant, on n'est pas d'accord, le grand remplacement. Il y a un grand sociologue français, ou bien un philosophe, qui a écrit une grande théorie qu'il appelle le grand remplacement. Il dit que si on continue à laisser l'immigration, à un moment donné, c'est l'identité française, qui est une identité gréco-romaine et chrétienne, va être menacée parce que la plupart... Vous parlez d'Éric Zemmour, non? Il cite cette théorie-là, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette théorie. Donc vous avez ce que Éric Zemmour dit, ce que le président tunisien vient de dire, c'est la même chose. Ah bon? C'est la même chose. Et même c'est plus grave, parce que Éric Zemmour n'est le président d'aucun pays. C'est même plus grave. Donc quand un président dit que quand les Sud-Sahariens viennent en Tunisie, continuent à venir, on va risquer de perdre l'identité arabo-musulmane de notre pays, c'est grave. En plus, les Sud-Sahariens, en général, ils sont majoritairement musulmans parce que c'est des gens du Niger, du Mali, du Sénégal, etc. Donc, il a même fait une mauvaise lecture de cette composante démographique. Mais de toute façon, il aurait pu se limiter à un discours responsable. La Tunisie a une réglementation qu'on va appliquer. On ne veut pas de l'immigration clandestine, mais quand même, on va traiter les clandestins de manière humaine et tout et tout. Donc là, c'est quand même un péché ce qu'il a dit. Mais oui, mais est-ce que c'est la manière de dire sa vérité ou c'est la vérité qui est un problème à votre avis? C'est la vérité qui est un problème. Ce qu'il a dit, ce n'est même pas vrai. Il ne peut pas y avoir un changement arabo-musulman en Tunisie tout simplement parce qu'il y a des Sud-Sahariens qui viennent là-bas. Il y a des centaines de Sahariens du Sud qui passent là-bas. Et en général, ce n'est même pas des gens qui veulent rester en Tunisie. C'est des gens qui passent là-bas pour prendre des pirogues et aller
en Europe. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'indexer aussi l'irresponsabilité des États où proviennent justement ces migrants-là? Même ça, il aurait pu le dire alors, cette vérité-là. Il n'a qu'à dire à ses collègues africains, vous êtes irresponsables, je serai preneur, hein, parce que je dis là, je laisse ses collègues répondre. Mais vous voyez, quand il parle simplement de la migration, là, c'est les migrants. Et comme vous le savez, les migrants, c'est les laissés pour compte. C'est les démunis. C'est les fokara, les massakines. Donc les migrants, on ne peut pas continuer encore à les accabler. Parce que tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas le minimum pour vivre chez eux, soit pour des raisons de conflit, soit pour des raisons économiques, etc., et qui cherchent à rejoindre l'Europe. Je me demande même, est-ce que lui-même, il n'est pas allé en Europe ou bien aux États-Unis faire ses études ou bien travailler un peu, avoir un peu d'argent. C'est peut-être une question. Voilà, donc, et c'est une bonne partie des Tunisiens sont des migrants. Ils vont en Europe et partout pour chercher. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la Tunisie traverse une crise très grave. Ils ont besoin d'une aide d'urgence du FMI, etc. Aujourd'hui, beaucoup de Tunisiens sont en train de tout faire de longue queue pour avoir un visa pour aller en France, aux États-Unis. Donc, on ne peut pas discriminer les migrants en disant les Sud-Africains, les Sud-Sahéliens risquent de changer l'identité de mon pays. Par contre, les Tunisiens ne vont pas changer l'identité peut-être de la France. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai amené cette théorie du remplacement. C'est la même chose qu'il a dite. Maintenant, la question de la migration, si ce monsieur-là avait un discours responsable, justement, il n'en parlerait pas en discriminant les migrants. Il va dire que la question de la migration, la Tunisie ne peut pas être seule à accepter tous ces flux-là. Je demande à l'Union africaine, en urgence, qu'on en fasse une priorité pour qu'on voit comment chaque pays, les pays de départ et les pays d'arrivée et les pays de transit comme la Tunisie, comment on s'organise. C'est ça qui serait un discours responsable. Alors, je rappelle que nous sommes avec Imam Makhtar Kanté. Alors, Imam... Et je sais ce que je dis parce que j'ai été expert à l'OIM, l'organisation internationale des migrants, comme expert environnement. Quand la guerre a commencé avec Kadhafi, quand Sarkozy a commencé à bombarder, j'étais au Niger, j'ai fait 1 mois là-bas et je voyais les flux. J'étais allé pour ça d'ailleurs. Je voyais les flux de jeunes qui revenaient de la Libye. Absolument. Donc, si ces gens sont des migrants, c'est pas parce qu'ils veulent être des migrants. Donc, que le président tunisien le comprenne ainsi. Et je vous dis aussi une chose, je pense qu'il est assez inculte, hein, je m'excuse du terme, mais la migration aussi a beaucoup d'avantages. C'est le brassage, c'est le fait d'aller savoir quelque chose ailleurs, de revenir avec des compétences, etc. Donc, il ne faut pas dénigrer la migration en tant que telle, mais il faut voir maintenant comment la contrôler, comment l'organiser, etc. Entre autres. Alors, Imam, le débat autour des tariqas, comment vous l'avez vécu? Parce que vous voyez quand même des guides religieux faire des sorties pour exiger respect. Y a-t-il de quoi fouetter un chat à ce niveau? Mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas tellement de quoi fouetter un chat. Ah bon? À part l'instrumentalisation des tariqas et la manipulation des tariqas par des politiques. Et aussi peut-être certains qui ne sont même pas vraiment les chefs religieux. Moi, quand je parle de chefs religieux, vraiment, je parle au niveau du califat, les khalifes généraux. Les autres, c'est des petits-fils, etc., plus ou moins religieux. Hein? On peut avoir le nom d'une grande famille religieuse sans être soi-même un chef religieux. Hein? On est en train de faire son business ou bien en train de travailler comme n'importe quel citoyen. Il y a beaucoup de Mbaké, des gens qui sont si, Nias, etc., qui ne réclament pas le titre de chef religieux. Donc, les vrais chefs religieux, c'est au niveau des califes et en général, on peut dire des gens qui sont très respectés à un niveau élevé de la confrérie. Maintenant, moi j'ai vu dernièrement des sorties disant que oui, les confréries sont menacées au Sénégal, et c'est des politiques qui l'ont dit. Et quand les politiques parlent de religion, je me méfie toujours de ça. Mais vous avez quand même la dernière en date, celle de Niassa, vous avez aussi celle du porte-parole de la famille Lahen, qui quand même considère que le Sénégal, c'est un État où vraiment c'est l'islam confrérique. Et vous pensez qu'il n'y a pas une menace? C'est fait gratuitement? C'est prêché dans le vent? Non, je ne vois pas de menace. Ah bon? C'est pas facile de menacer les confrères au Sénégal. Hein? Comment? Les menacer comment? Non. Il y a des sorties, des injures, etc. Voilà, ça, c'est... Il y a aujourd'hui une violence verbale au niveau de la classe politique et de la classe religieuse. Parce que il faut aussi voir même le sens inverse. Aujourd'hui, il y a une certaine intolérance, même au niveau des tariqas. Dès que vous dites quelque chose qui n'est pas dans le sens
de l'enseignement des tariqas ou bien d'un chef religieux, les talibés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous insultent. Si vous manquez de chance, ils vous bastonnez dans la rue. Donc il y a aussi cette intolérance-là dont on ne parle pas souvent. Souvent quand on parle de violence, on considère toujours que c'est une violence contre les tariqas, mais aujourd'hui il y a des gens qui ont du monde tout simplement parce qu'ils sont dans une confrérie et qui disent ce qu'ils veulent dire, comme ils veulent le dire, n'est-ce pas, et qui organisent leurs talibés contre des gens qui ont simplement exprimé des positions différentes de leur position. Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que pour moi, les confréries ne sont pas menacées parce qu'une confrérie, c'est pas juste parce que deux personnes ont insulté que c'est menacé. C'est toute une histoire, c'est toute une sociologie, c'est toute une organisation. Donc, comment considérer qu'un jour donné, on peut voir que les mourides disparaissent du Sénégal, les Niassènes disparaissent du Sénégal, qu'il n'y ait plus de khalif au Sénégal? C'est pas possible. C'est un ancrage historique qui est là. Donc, tout le reste, c'est simplement le contexte politique de violence et religieux, comme j'ai dit. Parmi les religieux aujourd'hui, il y en a des gens qui prennent des positions politiques, qui font des sorties publiques et qui touchent à des positions d'autres gens qui sont de notre camp et qui répondent par la violence verbale. Mais je pense que la majorité des Sénégalais restent encore très respectueuses des chefs religieux. Maintenant, regardez, quelqu'un qui a 3 profils différents, qui est dans la diaspora, qui fait son YouTube, etc., qui balance, après on démultiplie tout ça là, on a l'impression qu'il y a une dynamique là d'insultes contre les chefs religieux, mais je pense que non. C'est juste un effet comme ça, multiplié par les réseaux sociaux, mais je crois que la plupart des Sénégalais qui ont fait les dara, ils respectent encore leurs imams, ils respectent les chefs religieux. Mais oui, mais tout est parti quand même de la sortie d'un éminent responsable d'un parti politique, le PASTEF, je vais le citer, oui, qui a clairement dit que dans les préambules de, justement, dans les préambules de ce parti, il y a un truc clair, une explication claire par rapport aux croyants vis-à-vis des hommes. Est-ce que c'est pas ce qui a mis le feu aux poudres? Je crois que le débat actuel vient de cette sortie-là de Maître Touré, je crois. Oui. Il dit que... Il y a un débat. Oui. Quelqu'un m'a dit que ça n'existe pas dans le préambule du PASTEF. Quelqu'un m'a dit non, ça n'existe pas. Et parce que je me suis simplement dit que ce que le monsieur là a dit, c'est un objectif religieux. C'est pas un objectif politique. Et le PASTEF est un parti politique. Oui. Donc, je vois mal dans le préambule d'un parti politique, ou bien l'article 5 qu'il a cité d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais quel article 5 dire que... Oui, mais c'est quelqu'un de PASTEF qui vous l'a dit, ou bien c'est... je ne sais pas, il est de quel. Mais ça m'aurait étonné qu'il y ait quelque chose dans PASTEF qui dit on veut sortir les Sénégalais, les libérer de l'adoration des hommes vers l'adoration de Dieu. Oui. Ça, c'est pas un objectif politique, ça. C'est un objectif éminemment religieux et théologique. Et comment vous l'interprétez, ou bien comment vous l'appréhendez? Voilà, maintenant, qu'est-ce qui a créé ce problème? Pour moi, quand il a fait cette sortie, il y a l'imam de Louga, Sall, qui fait souvent des dérives. C'est lui qui avait fait la dérive sur les chrétiens là, en disant c'est des francs-maçons, etc. Donc, il est habitué. Et c'est quelqu'un qui est en train de mener une bataille farouche contre les doctrines de ce qu'on appelle les ibadou et les salafites. Et lui, il considère que ces ibadou et les salafites menacent effectivement les confréries au Sénégal. Donc c'est lui qui a pris prétexte de cette sortie de Maître Touré pour dire, bon, d'ailleurs c'est paradoxal, parce que je l'ai écouté, parce qu'il a dit que, en fait, ce que Maître Touré a dit est éminemment islamique. Il dit oui, c'est ça l'objectif de l'islam. Faire en sorte que les gens adorent Dieu seulement. La ilaha illallah, il a dit, je suis d'accord avec lui, il a dit, mais le seul problème c'est que il y a des gens ici au Sénégal qui utilisent ça pour combattre les confréries. C'est pourquoi je suis inquiet par rapport à cette sortie. C'est de là que le débat est venu. Et donc moi je me suis dit, mais... Non, vous êtes plus inquiet par la sortie de l'imam ou inquiet par rapport à la sortie justement d'un responsable politique qui considère que dans les préambules justement de leur formation politique, il y a ce point-là? J'attends la preuve que j'aurais souhaité que tu viennes avec le préambule pour me dire, voilà, j'attends d'avoir la preuve que ce que ce monsieur-là, Maître Touré, a dit existe dans le préambule ou bien un article. Ça m'aurait beaucoup étonné parce que quand vous déposez vos papiers pour un parti, c'est très clair qu'un parti religieux n'est pas autorisé au Sénégal. Donc, il ne peut pas y avoir un objectif comme ça, écrit comme ça. Notre objectif, c'est de libérer les gens de l'adoration
des hommes, le terme adoration, ces termes religieux ne peuvent pas être dans un parti autorisé au Sénégal, c'est pas possible. Et avoir un récépissé. C'est pourquoi je considère que Maître Touré, il a dû dire ce qu'il voulait dire. Maintenant, il a dit que c'est dans le préambule, c'est aux journalistes de lui demander de sortir ça. Maintenant, même au cas où c'est le principe, même l'imam Sall, comme j'ai dit, a dit c'est vrai. Ce principe-là est éminemment islamique. Effectivement, l'islam vient pour les hommes et les djinns doivent ne servir que Dieu, n'adorer que Dieu. Ça, c'est un principe islamique qui n'a rien à voir avec les textes d'un parti laïque. Parce que le PASTEF, son objectif est politique, c'est pas son objectif de convertir les gens ou bien de les libérer de telle forme de culte ancestral ou etc. C'est pas ça. Mais il y a eu une idée peut-être sortie de ex nihilo qui considérait qu'il y avait un peu une dimension salafiste, un peu dans de justement. Non, sur le contenu en tant que tel de libérer les gens, comme j'ai dit, c'est éminemment islamique, ce n'est ni salafiste ni truc. Imam Sall, qui est une des autorités de la Tijaniya au Sénégal, à partir de Louga. Son père, c'est Abbas Sall, qui était très connu, très respecté. Donc lui-même a reconnu, il a dit, mais ça, c'est éminemment islamique. C'est ce que je t'ai expliqué, c'est éminemment islamique. Et il a dit, d'ailleurs, toutes nos grandes figures religieuses n'ont travaillé que pour ça. Libérer les gens d'autre chose que connaître Dieu et l'adorer. Il dit, je suis parfaitement d'accord. Il dit même, là où je suis inquiet, c'est que le monsieur qui l'a dit, il fait partie de gens qui ont une sensibilité, qui considère que, voilà, maintenant je précise, qui considère que actuellement les confréries, ils maintiennent les gens dans l'asservissement de l'homme à l'homme. C'est pourquoi je considère que sa déclaration-là, c'est une menace pour les confréries. C'est ce que Imam Sall a dit. Et moi, je trouve que la conclusion radicale qu'il a tirée de la déclaration de Maître Touré, qui n'est pas correcte. Oui, mais il y a eu peut-être cette posture-là, et ensuite vous avez eu des échauffourées au niveau de Touba quand même, qui ont frustré plus d'un. Ça ne menace pas du tout Touba. Parce que d'abord, les échauffourées, il y en a eu beaucoup à Touba. Des échauffourées. C'est une grande première. Non, je ne pense pas. Comment ils ne connaissent pas? Grande première. Non. Que ce soit à Touba, que ce soit à Tivaouane, même dans d'autres foyers religieux. Hein? Comme ce qu'on dit aussi, même sur les mosquées là, les batailles dans les mosquées là, ça, il y en a beaucoup au Sénégal. Et les échauffourées à Touba, ce n'est pas la première fois. Des fois, c'est arrivé même entre différentes factions, on peut dire, personnes influentes d'une même confrérie. Il y a eu même des morts d'hommes. N'est-ce pas? Ceux qui connaissent l'histoire des confréries au Sénégal le savent, à Tivaouane aussi on le sait. Mais là, c'est des hommes politiques qui ont quand même incité ça. Mais même pour même pour des raisons politiques. Alors que c'est interdit, les activités politiques dans Touba. Est-ce que ça n'est pas là où se situe un peu le mal? Mais je vois des Mbaké faire de la politique à Touba. Vous ne voyez pas des Mbaké faire des conférences de presse? Les activités politiques sont interdites dans la ville de Touba. Activités politiques interdites, mais on voit les Mbaké faire des conférences de presse à Touba. L'ordre politique? Oui. Ah bon? Oui. Ils font ça. Et durant la campagne électorale, on les voit aller dans les maisons. Donc, comment on va m'expliquer que c'est interdit? Peut-être les meetings. Oui. Mais on parle de meeting. Oui. Mais donc, maintenant. Meeting interdit, mais qui finalement a viré au Non, là, c'est Mbaké. Oui, mais il y a eu une déportation aussi. Bon. Non, ça c'est Mbaké. C'est un meeting qui n'est pas interdit à Mbaké. C'est pas interdit à Mbaké de faire un meeting. Le problème, c'est que le préfet a dit que le dossier n'est pas complet. Oui. Mais le principe même du meeting n'est pas interdit à Mbaké. Oui. D'ailleurs, le PASTEF avait reporté ça. À Touba, ce qui s'est passé, c'est des échauffourées. D'ailleurs, je me demande comment c'est arrivé d'ailleurs. Parce que moi, j'ai vu, je crois, les gens de Sonko sortir de la mosquée. Après, j'ai entendu quelqu'un dire, Sonko a dit, dites Djeredjef Serigne Touba. Et les gens disaient Djeredjef Serigne Touba. Et après, quand j'ai vu des pierres, etc., j'ai pas compris. Donc, écoutez, voilà. Mais je pense pas qu'il y ait, vous voyez, il n'y a pas une préméditation ou bien une planification de mettre le désordre à Touba. C'est ça qu'il faut. Donc, je ne considère pas ce qui s'est passé là-bas comme une menace sur la sacralité de Touba en tant que tel. À Tivaouane, il y a eu des problèmes politiques, où il y a, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ça ne remet pas en cause en tant que tel le statut religieux de la cité.
Donc en réalité, vous trouvez qu'il y a plus de peur que de mal par rapport à justement le volet confrérique du Sénégal. L'islam confrérique au Sénégal n'est pas menacé. Oui, il n'est pas menacé. Alors, il n'est pas menacé, ça c'est une chose. Deuxième chose, les confréries sont tellement ancrées, comme j'ai dit, leur personnel, la sociologie du Sénégal, dites-moi, même pour des raisons objectives, d'intelligence politique, comment quelqu'un peut penser diriger le Sénégal contre les confréries? Il aura qui avec lui? Regardez la classe politique même, ils sont tous des talibés. Et regardez même Sonko, quand on a dit au départ c'est un Ibadou, il s'est rapidement aligné, vous voyez maintenant. Hier il a dit je suis appelé-moi Ousmane Sonko Laye. Là-bas, à Mbaké, il a porté la tenue de Baïfal, à Touba, etc. Donc lui-même a compris tout de suite la sociologie religieuse, comment elle est puissante. Donc, comment quelqu'un peut diriger le Sénégal en voulant mettre au pas les confréries? Non, c'est une intelligence politique qu'il faut avoir pour dire comment je travaille avec ces confréries-là. Donc, on ne peut pas... il peut y avoir des gens qui, comme j'ai dit, qui peuvent invectiver, etc. Mais la base sociologique même fait qu'on ne peut pas déboulonner aujourd'hui, n'est-ce pas, les confréries. Mais en même temps aussi, moi je suis quelqu'un qui prône le respect aussi de la diversité. En islam aussi il y a des écoles de pensée. Donc le fait que l'histoire du Sénégal soit très marquée par aujourd'hui les confréries qui sont là, ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ au Sénégal c'était la Qadriya qui était plus majoritaire. Ensuite il y a eu la Tijaniya, n'est-ce pas? Le mouridisme s'est fait sa place aussi, etc. Donc aujourd'hui, qu'il y ait ce qu'on appelle des salafites, il y a aussi les laïcs qui ont aussi leur place particulière dans leur doctrine du Mahdi, n'est-ce pas? On ne leur a pas dit sortez du pays parce que vous n'êtes pas Tidjane ou Mouride. Ce qu'on appelle les ibadou, les salafites, tant qu'ils respectent les autres, n'est-ce pas, et qu'ils respectent la stabilité du pays, ils ont le droit d'avoir leur école de pensée. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, juste une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Avec le maquillage, l'exposition au soleil, les mauvais produits, vos visages en souffrent. Problème de peau? Essayez le soin du visage Super Correcteur. Super Correcteur, une crème hypoallergénique réparatrice qui soigne, nourrit et adoucit la peau. Souriez, vous êtes belle. Super Correcteur, le soin du visage par CEF Paris. si jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gëna faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Cetex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. Alors vous suivez bien entendu toute la vérité et je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons l'imam Maktar Kanté. Alors imam, tantôt vous avez dit que bon ben les choses, y a pas de quoi fouetter un chat. Les confréries demeureront des confréries, oui. et tous ceux qui essaieront de vouloir changer la donne se tromperont, seront peut-être brûlés par le feu. Mais oui, il faut. Est-ce qu'il est possible de convertir tous ces millions de Sénégalais-là à autre chose que leur histoire familiale, religieuse a donné? Les confréries, c'est pas aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez avoir votre compréhension de l'islam selon la doctrine salafite, wahhabite, tout ce qu'on veut, mais vous ne pouvez pas changer cette sociologie-là. En tout cas, peut-être si vous voulez la changer, il faudrait peut-être travailler sur 3 siècles. Sur 3 siècles. Alors, nous parlons un peu de la situation de l'heure, la tension politique à quelques mois des élections de la présidentielle. Comment vous la voyez? Est-ce qu'elle s'explique où? À quel niveau se situe le problème? La tension politique? Oui. Bon, le premier problème, c'est que quand les élections approchent, toujours il y a des tensions. Donc nous, on ne sait pas faire les choses de façon civilisée. Je dis,
Japon, il y a combien de millions, des centaines de millions, ils font une élection la journée, la semaine. Mais oui, mais là-bas, c'est un peu la pensée unique aussi. Hein? Bon, c'est un seul parti. C'est un seul parti. Oui, c'est le parti communiste au Japon. Non, je parle du Japon. Ah, d'accord. Non, je parle du Japon. Non, je parle du Japon. Ah, ouais. Je parle du Pas de Japon. la Chine. Oui, le Japon, ou bien même d'autres pays européens, etc. À part le cas de Trump, etc. Des grands pays comme ça, etc. qui font leurs élections tranquilles, quoi. Le lendemain, les gens vont faire le boulot. Mais ici, un an avant les élections, il y a des problèmes. Un an après, etc. Bon, problème du fichier, problème de tu veux m'éliminer de la course, etc. Donc ça, problème de mandat, etc. Donc, il y a toujours cette classe politique-là aussi qui nous pompe l'air dans le sens où elle est toujours en train de cultiver cette tension-là. Donc, c'est d'abord un échec de la classe politique. Parce que la réglementation des élections, tout ça, c'est eux qui le font. Parce que c'est les gens qui viennent au pouvoir, qui vont faire le truc des fichiers, qui vont, etc., etc. Mais c'est toujours eux, n'est-ce pas, qui font face à d'autres politiques qui leur disent que ça ne se passera pas comme ça, nous sommes sûrs que vous allez voler, nous sommes sûrs que les résultats ne seront pas fiables. Donc ça, c'est l'échec de la classe politique de ne pas avoir mis en place quand même des procédures stabilisées, quand même depuis qu'au 19e siècle, on a fait les élections à Rufisque avant de les faire en France, en 1800 et quelques. Donc c'est la classe politique qui est médiocre, ce point de vue-là, et qui cultive cette violence-là, qui commence par une violence verbale, par le soupçon, et après qui se termine sur le terrain, des fois avec des échauffourées, etc. Maintenant, les élections, on a vu les élections locales. Moi, des gens m'avaient demandé aussi, le pays va brûler. J'ai dit, ça ne va pas brûler. Les gens n'ont qu'à aller faire les élections et tout, et respecter les Sénégalais, respecter les urnes. C'est tout. Maintenant, quel est le problème? On a fait aussi les législatives. Il y a eu quelques problèmes, c'est vrai, etc. Mais quand même, le pays n'a pas brûlé. Arrêtez quoi, de se faire peur. Et maintenant, pour les élections présidentielles, je considère aussi que ça va être la même chose. On va faire les élections présidentielles, la date est retenue, on n'a qu'à travailler maintenant sur, je ne sais pas quoi, le fichier, etc., etc. Et on s'achemine vers une compétition politique civilisée. Que les gens n'acceptent pas de se faire manipuler, que les médias jouent leur rôle, que les décideurs publics, le ministre de l'Intérieur, mettent en place les choses transparentes et correctes et fonctionnelles, que les partis politiques fassent les compétitions de programme, parlent au peuple et qu'on laisse les gens aussi faire leurs manifestations politiques correctement. Je ne vois pas le problème. Mais le problème, c'est peut-être pour certains la candidature, oui ou non, de Macky Sall. Oui. À votre avis, est-ce que ça devrait poser problème? Ça ne devrait pas poser problème, justement. Moi, je me dis que, oui, ceux qui actuellement sont en train de mobiliser les gens, quelques gens, sur cette question-là, c'est juste un objectif politique. Mais je ne vois rien qui vaille la chandelle, parce que, tout simplement, le président Macky Sall, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas dit qu'il est candidat à la candidature. Mais oui, mais il y a des actes quand même qu'on pose dans son parti politique. Moi, je m'en fiche. Des meetings, des moi, je m'en fiche. Des rassemblements. Je m'en fiche. Il n'a qu'à aller jusqu'au ciel, faire des rassemblements au 3e ciel. Je m'en fiche. Oui, et puis moi j'observe. Les constitutionnalistes qui font aussi, qui en font leur chouga. Et après Ismaïla Madior Fall qui vous dit, bon ben écoutez, qui justement mobilise à Rufisque pour un candidat. Il n'a qu'à mobiliser, c'est son droit. Ah bon? Oui. Ceux qui... Malgré la Constitution, Oui, pour moi, la Constitution, peut-être que certains ont l'avis que la Constitution interdit à Macky, d'autres n'ont pas le même avis. Moi, je ne suis pas juriste. Oui. Je sais tout simplement que Ousmane Sonko lui-même, parce que si je parle d'Ousmane Sonko, de Barthélémy, oui, que eux-mêmes ont eu à dire que Macky pourrait postuler pour un 3e mandat s'il n'y avait pas une réglementation transitoire. Vous parlez de Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Dakar. Oui. Qui a conforté la candidature, l'éventualité d'une candidature de Macky Sall en 2024, c'est ça? Oui, et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'a dit aussi. Oui, il l'avait dit. Ah bon? Oui, que si on n'avait pas une disposition transitoire, que Macky pourrait faire un autre mandat. Et le professeur Gueye, médiateur, avec qui j'ai été médiateur, quand Wade avait dit on va brûler les urnes, oui, aussi avait dit qu'il fallait une disposition transitoire pour éviter ce problème-là. Donc, sur le plan juridique, moi je ne suis pas un juriste, et même si j'étais un juriste, je n'ai qu'un avis. Et je ne suis pas d'ailleurs l'avis déterminant, c'est-à-dire l'avis que le Conseil constitutionnel va donner. Parce que tous ces avis-là, c'est des avis. Ils peuvent
te convaincre ou ne pas te convaincre, me convaincre ou ne pas me convaincre. Mais je ne vais pas aller au-dessus de mon statut de citoyen pour dire que tous les citoyens qui ne vont pas comprendre que Macky ne doit pas, parce que mon interprétation de la Constitution, je ne vais pas aller à ce niveau-là. Mais oui, mais nul ne peut faire. Ben, vous savez, le langage juridique, hein, nul, tout ça là, on va vous dire oui, mais certains parlent maintenant de quinquennat, donc moi, je me dis simplement, je respecte cette diversité du débat, c'est bien qu'il y ait ce débat-là. Et maintenant, je considère que si Macky Sall postule à la candidature, il a renié sa parole. Ah bon, quand même. Oui, lui, il a été clair sur le fait que ça, c'était son deuxième mandat, ça c'est clair. S'il revient sur sa parole pour des objectifs de pouvoir, je trouve que c'est pas éthique. Et si le Sénégal se trouve dans un problème à cause de ça, il ne sortira pas par la grande porte. Ça c'est clair. Maintenant, jusqu'à présent, Macky Sall n'a pas dit je suis candidat. Donc moi, je ne vais pas mobiliser les gens comme s'il avait dit qu'il est candidat. Donc, j'attends qu'ils disent je suis candidat. En ce moment-là, si on me demande mon avis, oui, je le donnerai. Mais là, je ne peux pas donner un avis sur quelque chose qui n'a pas d'objet. Voilà, mais il y a quand même un flou, hein, Macky Sall, qui, selon la Constitution ou selon ce qu'expliquent certains de la Constitution, ne peut plus être candidat. Khalifa Ababacar Sall, qui a peut-être, qui ne peut pas être. S'il n'est pas amnistié. S'il n'est pas amnistié, s'il ne bénéficie pas d'une loi d'amnistie. Karim Wade également. Ousmane Sonko qui a quand même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Alors, va-t-on vers une drôle de présidentielle? Je risque d'être le seul candidat. Ah bon? Ah oui, si on continue comme ça, je risque d'être le seul candidat par défaut. Eh bien, s'il n'y a personne pour être candidat. Si certains... Non, c'est pas qu'il n'y a personne. Il y a Bougane Gueye Dany qui est candidat. Vous avez des candidatures qui se déclarent. Hein? Et tout ça, comme j'ai dit, c'est des jeux perdant-perdant toujours de la classe politique. C'est la classe politique qui s'est débrouillée pour mettre le Sénégal aujourd'hui dans un contexte où, vous voyez, les ténors de la classe politique risquent même de ne pas être candidats. Et c'est leur jeu politique qui l'a fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vouloir écarter les uns ou les plus forts, de réduire l'opposition à sa plus simple expression, parce que ça a été déjà dit, pour mieux se positionner aussi? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de ce côté? Bon, et là, quand même, c'est la volonté populaire qui pourrait être confisquée quelque oui, part. Il faut le voir comme ça, oui, parce que tout simplement, de façon froide, il faut considérer que la classe politique, en tout cas la politique de façon générale, c'est une lutte pour le pouvoir. Donc, on fait tout pour affaiblir l'autre. Donc, c'est de bonne guerre que Macky essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres qui puissent le remplacer au pouvoir. En utilisant la loi? Maintenant, utiliser la loi, il peut vouloir le faire. Mais je pense qu'en ce moment, il peut y avoir deux écueils. D'abord, il faut que les gens qui doivent dire la loi, c'est pas Macky qui doit dire la loi. Il y a une institution qui est là, le Conseil constitutionnel, qui doit dire la loi, le droit au nom du peuple sénégalais et non au nom du chef de l'État. Donc, je considère qu'en conscience et en âme, en toute conscience et âme, comment on dit encore, en toute âme et conscience, ils vont dire le droit. Maintenant, si le président Macky Sall veut éliminer des candidats... Est-ce qu'il devrait le faire? Pourquoi il va vouloir éliminer? Ah ben justement, c'est déjà une question. Qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire ça? C'est une partie de l'opposition. De l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit c'est la classe politique qui nous prend en otage actuellement, qui fait son jeu là au perdant-perdant. Voilà, tous ils vont... Mais c'est la démocratie aussi quand même dont il est question. Il est question de démocratie. Mais dans une démocratie saine, il ne s'agit pas d'éliminer qui que ce soit. Il faut au contraire permettre l'expression des visions politiques du Sénégal. Donc, pour moi, un grand démocrate ne doit pas dire « je vais tout faire pour que mon adversaire ne soit pas entendu par le peuple ». Il doit dire au contraire « je crois à la compétition démocratique transparente ». Donc, tout le monde doit exprimer sa vision, son programme, etc. Et ensuite, les citoyens vont choisir. Donc, si Macky Sall essaie d'empêcher que quelqu'un soit candidat, c'est pas éthique, c'est pas à son honneur, et c'est pas démocratique. Ça veut dire quoi? Mais je ne peux pas dire que c'est ça qu'il est en train de faire. Oui. Ah bon? Non. Vous n'avez pas encore la certitude de ça? Non.
J'ai pas la certitude. Surtout que, il pose des actes. Lesquels? Il pose des actes. Il sait pas, il fait ça tourner, il fait des trucs. Maintenant, si on prend par exemple le procès d'Ousmane Sonko avec Mame Mbaye Niang. Oui. C'est Mame Mbaye Niang qui a porté plainte. C'est pas Macky Sall. Dire que c'est Macky Sall qui veut éliminer Sonko, c'est pourquoi il y a ce procès-là. Est-ce que c'est correct? Mais oui, mais Ousmane Sonko qui considère que c'est toujours le complot. Il y a eu l'affaire Adji Sarr, complot, Mame Mbaye Niang, complot. Comment vous voyez ça? Est-ce que... Pour Mame Mbaye Niang, il n'y a pas de complot. Ah bon? Ousmane Sonko a cité Mame Mbaye Niang sur un dossier. Donc, je ne vois pas de complot. Mame Mbaye Niang lui a dit, je porte plainte pour qu'on règle ça. Mais oui, mais ça, tout le temps, les gens le disent. Que oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a eu Birahim Seck qui a dit pire que ce qu'Ousmane Sonko a dit. Oui. Ça n'aboutit nulle part. Pourquoi faire une fixation sur Ousmane Sonko? Parce que c'est un danger pour le pouvoir en place. Oui. Vous pensez? C'est de bonne guerre. Ah bon? Oui. Ça donc on peut penser que c'est dû à ça aussi. Ça ne me dérange pas. C'est de bonne guerre. Pourquoi Sonko a dit que Mame Mbaye Niang est épinglé? Ça, personne ne le dit. Pourquoi il l'a dit? De bonne guerre. Pour dire que ce pouvoir-là, il est incompétent et corrompu. Si Sonko a le droit de dire ça démocratiquement, je considère que Mame Mbaye Niang a le droit démocratiquement aussi de lui dire tu me retrouves devant le tribunal pour qu'on règle ça. Il faut être équitable. D'accord. Vous avez donc c'est de bonne guerre, c'est une bataille politique où les gens utilisent aussi les faiblesses de l'autre. Pour l'affaire Adji Sarr, même là, je ne suis pas sûr qu'il y a un complot. Il y a une instrumentalisation politique du fait que Ousmane Sonko s'est rendu dans ce lieu. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Que Ousmane Sonko l'appelle complot, c'est son droit. Oui. Et vous lui aurez conseillé quoi? De répondre à la justice ou de se braquer comme peut-être il le fait? Vous voyez, dans ce pays d'insultes, on vous traite tout de suite d'hypocrite, d'insultes, de vendus, etc. Dès que je réponds à cette question-là, allez voir tout de suite après votre WhatsApp, etc. Cet imam hypocrite-là, voilà, il veut servir sur un plateau d'argent Sonko à Macky Sall, voilà ce qu'on vous disait. Vous voyez comment il est difficile, même pour vous maintenant, de faire votre travail, tellement on a institué une terreur qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus répondre à une question. Alors, mais en parlant comme ça, vous nous montrez d'où vient la terreur aussi. Elle vient de toutes parts. Hein? Ah non, parce qu'il a fallu cette question d'une personne et vous avez clairement indiqué qu'il serait difficile pour vous de répondre à cette question parce que vous serez lynché. Oui, ça vient de toutes parts. Dès que tu dis quelque chose qui est contre, comme j'ai dit, hein, sur le plan aussi bien politique que religieux, dès que vous dites quelque chose qui est contre la position ou bien la prise de parole d'un religieux ou d'un chef religieux ou bien d'un politique, etc., vous êtes lynché par les gens qui sont dans ce camp-là. Donc, sur la question de Adji Sarr, de Mame Mbaye Niang, tout ça, ma position a toujours été la même. Par exemple, sur l'affaire Adji Sarr, là, je pense que j'ai été parmi les premiers à être interrogé à Senweb. Un matin, je me rappelle, dans la même semaine où l'affaire est sortie, j'ai dit la même chose que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai dit à ce jour-là, j'ai dit à Ousmane Sonko d'aller répondre à la justice et de laisser le reste à Dieu et au peuple. Il ne va pas laisser faire n'importe quoi. Oui. Et c'est ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon, certains vous diront que les procès politiques se gagnent dans l'opinion. Est-ce que ce n'est pas dans cette dynamique qu'ils s'inscrivent aussi? En ce moment, ils n'ont qu'à assumer ça, c'est leur droit. Mais au moins, en tant qu'imam, ce que j'ai dit, c'est que vous soyez populaire politiquement ou religieusement, etc., si vous avez un dossier judiciaire, il faut répondre à l'institution judiciaire. Si vous considérez qu'il faut gagner le procès par la rue, etc., c'est votre droit, mais vous assumez les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à une telle posture. Même s'il y va de la stabilité d'un pays. Vous assumez votre position. Si vous considérez que c'est la rue qui donne la légitimité et pas les urnes ou bien pas les institutions, vous assumez, mais il peut y avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, lesquelles? Et mort d'hommes, émeutes, etc. D'accord. Alors, Imam... On a vu les 14 morts
du mois de mars aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas qui est responsable. Voilà, on arrive à des choses comme ça. Oui. Et ça, c'est inquiétant à votre avis. Alors, Imam, on va un peu parler de l'indépendance de la justice. Vous avez un peu vu, quand il y a eu ce chamboulement au sein de la magistrature, le débat de l'indépendance de la justice est encore revenu. Est-ce que c'est un débat qui s'impose? Est-ce que quelque part, c'est pas un faux débat quelque part? Bon, c'est vrai que c'est pas un faux débat dans le sens où une justice légitime qui est reconnue par les populations, c'est très très important pour la démocratie, pour la stabilité d'un État. Tous les États où il y a une dictature, où on massacre les gens, forcément, il n'y a pas une justice stable et indépendante, ça c'est clair. Mais, en même temps aussi, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'exagérer sur cette question d'indépendance de la justice? Parce que tout simplement, là aussi, c'est les hommes politiques en général qui nous mettent dans cette situation difficile-là. Celui qui est au pouvoir, on dit qu'il utilise la justice. Oui. Celui qui est dans l'opposition dit on utilise la justice contre moi. Donc c'est toujours la même roue qui tourne, chacun on s'accuse. Oui, regardez le pouvoir actuel, regardez les VAR du président Macky Sall et d'autres, quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient ça. Maintenant, on leur dit ça, ils disent non. Donc, cette question d'indépendance de la justice, moi je pense que c'est d'abord une question de la dignité du magistrat, selon le dossier qui est devant lui, qui doit, n'est-ce pas, traiter le dossier en âme et conscience. Maintenant, il est vrai qu'il y a des interférences toujours, parce que le parquet, le procureur, le ministre de l'Intérieur, de la justice, je serais favorable à ce qu'il y ait une réforme vraiment qui coupe ce cordon-là, oui, ombilical, pour que vraiment, justement, ces nominations, les affectations, tout cela, tant que ça dépend encore du président, de la République, président là, du Conseil supérieur, là aussi, il faut, les assises nationales l'avaient dit. Oui. Le président Macky Sall avait dit, je vais appliquer les assises nationales. Maintenant, mais il avait signé avec des réserves quand même. Les assises nationales de l'opposition en 2009, oui, il les avait signées avec beaucoup de réserves. Donc, à votre avis, c'est là où se situe le problème? Oui, je pense que déjà, il faut faire en sorte que l'exécutif ne puisse pas influencer les magistrats en termes de carrière, en termes de poste, etc. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je me dis que le magistrat doit savoir que la dignité du magistrat, c'est d'administrer la justice au nom du peuple. Oui. Et non au nom du chef de l'État, qui passe. Donc, est-ce qu'un magistrat digne peut être là tout le temps pour dire que ouais, je suis le procureur du chef de l'État, je fais ce qu'il veut, et après un autre vient? C'est grave ça, c'est un déclin moral extraordinaire. Donc, c'est ça. Mais en même temps aussi, il me semble que des fois, aussi, en général, quand on est dans l'opposition, c'est très facilement qu'on va dire que on utilise la justice contre moi. Donc là aussi, peut-être qu'il ne faut pas exagérer, garder aussi la dignité des justiciables. Parce qu'à un moment donné aussi, je vois que, on le voit aussi sur le plan religieux, on voit des gens qui ne se considèrent pas justiciables. Tout simplement parce qu'ils ont du monde, politiquement parlant, ou bien du monde religieusement parlant. Oui. Ça aussi, c'est dangereux pour un pays. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur aura un peu, oui, pour dire que bon, voilà, je suis intouchable. Et faire n'importe quoi, et dès qu'on veut les toucher, ils disent oui, on utilise la justice contre moi, et ils gonflent leurs partisans. Donc là aussi, la classe politique, ne serait-ce que la classe politique, n'a pas le droit justement d'affaiblir l'institution judiciaire pour leurs querelles politiques qui leur sont propres. Quand vous êtes dans l'opposition, vous dites qu'on utilise la justice. Quand vous êtes au pouvoir, vous dites que le pays fonctionne normalement. Donc, en fait, ça dépend de la position que nous avons par rapport à ce sujet. C'est ce que vous voulez dire. En réalité, la question ne se poserait pas si on était dans un camp. Il se pose quand on est dans l'opposition. Le problème, c'est l'opposition. Mais il est vrai que... non, pas forcément l'opposition. Il est vrai que quand on regarde, regardez les dossiers de Karim Wade et Khalifa Sall. Par exemple, la CREI. Qui n'a été créé que pour... Bon, non, on a parlé d'une liste de 25 personnes et voilà. Et il n'y a qu'une seule personne... Et le procureur qui est arrêté en pleine séance. Donc là, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a une influence sur la justice, parce que la CREI, c'est aussi un département de la justice. Oui. Sur l'affaire Karim Wade Khalifa Sall, vous voyez,
quand on les a jugés, les gens disent oui, ils ont commis des délits très clairs, etc., etc. Et après maintenant, on dit non, c'était juste pour les éliminer. Donc, et tout ça, comme je vous dis, c'est toujours quand même la classe politique. Donc la classe politique doit retrouver ses esprits quand même et ne pas mettre le Sénégal dans cette position difficile pour des règlements de compte politiques. Même quand on est au pouvoir, on utilise les mêmes leviers contre l'opposition, et quand on est dans l'opposition, on dit on l'utilise contre moi, et quand on revient au pouvoir, on l'utilise contre les autres. Là, il y va de la dignité éthique même de la pratique politique. Et vous parlez à ce niveau globalement, il y a quand même un souci au niveau de la classe politique. La classe politique de nos jours a failli à tout point de vue. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, quand la classe politique, quand les oppositions, par exemple, quand l'opposition dit on utilise la justice contre nous, qui l'utilise? C'est l'exécutif, c'est-à-dire d'autres gens de la classe politique. Donc la classe politique a failli. Sur cette question d'indépendance de la justice, pour moi, le premier échec, c'est la classe politique. Parce que regardez, les magistrats, ils ne font qu'appliquer, en tout cas, ce qu'ils ont appris dans le droit. Mais qui nomme les magistrats, les affectations, qui nomme le procureur, le parquet, etc., c'est les gens qui ont été élus. Donc, c'est toujours des politiques qui ont des problèmes avec d'autres politiques à travers l'institution judiciaire. Donc c'est eux qui prennent en otage l'institution judiciaire et le peuple sénégalais. Je leur demande de revenir à la dignité politique, à l'éthique politique. Donc d'arrêter les règlements de compte à travers l'institution judiciaire. Que ce soit des opposants qui, en un moment donné, considèrent qu'ils sont pas du tout justiciables, parce que tout simplement ils manipulent l'opinion toujours en disant oui, on veut m'éliminer. Mais donc, même s'il tue quelqu'un dehors là et qu'on vient l'arrêter, il va dire ah, vous voyez, c'est pas parce que j'ai tué quelqu'un, c'est parce qu'on ne veut pas que je sois candidat. Hein? Et après aussi, le pouvoir exécutif aussi, qui intervient, qui interfère sur des dossiers judiciaires et qui font que aussi les gens se disent ah, vous voyez ce qu'on vous dit. C'est l'échec de la classe politique. C'est pas l'échec de l'institution judiciaire. Mais maintenant, qui pour trouver des solutions à tous ces problèmes? Le peuple. Et pourtant, c'est le peuple qui choisit cette classe politique. Ou bien c'est le peuple qui ne sait pas choisir. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est le peuple. C'est au peuple de souffrir, de bien choisir. C'est au peuple de souffrir, de bien choisir. Parce que le peuple, il doit avoir la lucidité de choisir les dirigeants du pays. Donc ça c'est important. Mais certains vous diront que les peuples n'ont que des dirigeants qu'ils méritent. Oui, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, mais c'est ça, c'est le peuple. Donc si aujourd'hui on a un problème avec la justice, c'est parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Si on a un problème avec la gestion des deniers publics, c'est parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Peut-être qu'il faut peut-être ah oui, il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où en tout cas, s'il y a la corruption, s'il y a des problèmes de justice, c'est parce que le peuple a choisi, quand on est dans un cadre démocratique. Dans une dictature, le peuple n'a pas choisi. Le peuple a choisi des gens qui maintiennent un système de corruption et d'instrumentalisation de la justice. Donc le peuple est responsable. Et même un autre niveau de responsabilité du peuple, c'est que le peuple qui attend de la classe politique qu'il a élue une redistribution du bien commun par des voies non transparentes et discriminatoires et injustes. Donc ce peuple est encore là à un niveau de responsabilité. Aujourd'hui, regardez beaucoup de gens qui sont du peuple qui disent il y a de la corruption, il y a tout et tout. Mais quand il y a un meeting, on leur donne 10 000 francs, ils viennent. Est-ce que ce monsieur-là peut dire que non, ces gens-là c'est des corrompus? Alors qu'il attend que ces corrompus lui redistribuent l'objet de la corruption. Donc, il y a cette responsabilité du peuple. L'autre responsabilité aussi, c'est que quand le peuple choisit des dirigeants et que ces dirigeants-là ne sont pas à la hauteur, eh bien le peuple n'a qu'à s'organiser pour les remplacer. Absolument. Alors le rapport de la Cour des comptes, un dernier point. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui sur la gestion peut-être de l'argent de la lutte contre la Covid? Est-ce que vous avez un bon espoir? Parce qu'on nous dit que les auditions vont bientôt commencer à la DIC. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être voir ces gens-là se retrouver dans le même lot de ceux qui pourraient bénéficier d'une loi d'amnistie, parce qu'on amnistie des faits et c'est durant une période et on n'amnistie pas des personnes. Oui, et vous voyez par exemple l'amnistie comment c'est devenu un outil politique plutôt que judiciaire. Voilà, vous voyez encore la manipulation.
L'amnistie, c'est un bon outil pour la classe politique. Mais ce n'est pas pour la justice qu'ils le font. C'est pour le jeu politique. Vous voyez ce que je vous disais. C'est eux qui donc manipulent les choses. Donc voilà, l'amnistie, moi, si on considère qu'on a fait un procès normal, transparent et tout, pour moi, je considère qu'il n'y a plus à discuter d'amnistie. Quoi que ce soit, les gens font leur peine. Parce qu'il y a des milliers de citoyens qui sont en prison, tout simplement parce que le magistrat les a condamnés. Donc, c'est toujours amnistier des gens qui ont une certaine influence politique. Vous avez remarqué ça? Mais pas qu'on amnistie de simples citoyens comme ça. Donc, maintenant... Mais oui, mais c'est des faits qu'on amnistie. Oui, mais des faits qui concernent... Ce n'est pas des faits qui viennent du ciel. Qui sont les agents de ces faits-là? C'est toujours des politiques. Ou bien des gens qui ont une influence, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien qui ont une influence religieuse, ou bien une influence traditionnelle, etc. Ou bien une influence économique et financière. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on amnistie, je ne sais pas comment on l'appelle encore, je pense que c'est une amnistie aussi. À la fin de l'année, le président peut dire telle personne. C'est des grâces. Voilà. Mais en général, les grands crimes, etc., c'est fait par ces gens-là, eux-mêmes de la classe politique, et ils se donnent la mèche entre eux pour s'amnistier entre eux et faire rebelote selon... Aujourd'hui, le président Macky Sall a besoin d'un Khalifa Sall sur le terrain, de Karim Wade, pour diminuer, je crois, l'électorat de Ousmane Sonko. Donc, il ne va pas les amnistier parce qu'il considère qu'il y aurait une erreur judiciaire. Là, ce serait très humain. Oui. Mais je ne crois pas que mes gars soient à ce niveau-là. Donc là, on amnistie parce qu'il y a un calcul politique. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Ah oui. Non, l'amnistie. Donc l'amnistie dont il est question, c'est juste un calcul politique, purement politicien. Ah oui. Absolument. Alors, Imam, toute la vérité, c'est terminé. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre toute la vérité. Et je rappelle que notre invité a été l'imam Maktar Kanté. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un autre numéro. tey dañu ñëw si le liquide amniotique boo xoolee nag mbuus la moo xam ne dafay sol ndox mi ngi formé wu si juróom-ñaareelu fan